Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe aux questions pour les deux interventions qui viennent de se passer. Donc, Fred. Bonjour. Moi, j'avais une question pour la docteure Sophie Grabar concernant la fameuse cascade. Donc là, si j'ai bien compris, on serait à 177 000 PVVIH en France, oui. Mais toutes les assos, depuis 3 ans, communiquent sur 200 000. Du coup, est-ce qu'il faut revoir ce chiffre pour le 1er décembre ? Non, les 200 000, ça vient du modèle de l'ONU-SIDA qui fait de la modélisation, voilà. Nous, on se fonde sur les données des remboursements de soins, donc de l'assurance maladie, et plus maintenant de l'épidémie cachée, estimée avec la nouvelle technique de santé publique. Il y a toujours des marges d'erreur. Mais du coup, quel est le mieux en termes de communication pour le 1er décembre ? On prend vos données à vous ou celles de l'ONU-SIDA ? Mais moi, l'histoire des 200 000, ça englobe aussi l'épidémie cachée. Alors, l'épidémie non diagnostiquée, elle était à 25 000. Maintenant, elle est à 10 000. Et du coup, ça change la donne. Ce que je trouve bizarre, c'est que... Nous, en France, les données de Santé publique France, ils les ont communiquées. En termes de communication française, c'est Santé publique France. L'autre partie, c'est de la modélisation. Mais ce qui est curieux, c'est que Santé publique France trouve beaucoup plus de nouveaux diagnostics que nous. Parmi les personnes prises en charge, donc forcément on sait qu'il y a un petit cas. Pardon. Oui, ce qui est curieux, c'est que l'épidémie cachée, elle se base sur le nombre de nouveaux diagnostics et le taux de CD4 au moment du diagnostic, etc. C'est ça la modélisation. Et eux, ils trouvent beaucoup plus de nouveaux diagnostics que nous. Et ils ont dit, tout d'un coup, l'épidémie cachée diminue de beaucoup quand même, de moitié. Ce qui est une très bonne nouvelle, mais du coup, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'ils ont intégré des données de savoir si les personnes étaient infectées en France ou pas en France, et des gens qui se connaissaient infectés ou pas. Et c'est ça qui a été modifié dans leur façon de faire. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas comparer avec ce qui a été fait avant, parce que ce n'est pas les mêmes méthodes. Donc c'est un peu compliqué. C'était un petit peu la même remarque pour Sophie. Alors oui, les 25 000 d'épidémies non diagnostiquées en 2018, on savait qu'il y avait une surestimation probable des personnes nées à l'étranger, où on pensait en fait qu'ils étaient tous sur le territoire en arrivant. On sait maintenant, y compris avec la modélisation qui a été présentée il y a 15 jours, que finalement une bonne partie des étrangers qui sont diagnostiqués, ils sont diagnostiqués très tôt, plutôt assez tôt sur l'arrivée sur le territoire. Donc du coup, le modèle change. Après, j'ai envie de dire aussi, entre 2018 et 2024, on a des stratégies de prévention diversifiées qui fait qu'on a fait le job quand même. Donc, c'est pas étonnant non plus entre une surestimation 2018 et la prévention diversifiée qu'on a déployée que l'épidémie non diagnostiquée, elle baisse. Voilà, donc ça, c'est plutôt... Moi, ça me choque pas, c'est juste qu'il faut qu'on dise tous le même chiffre au 1er décembre. Parce que si on dit 200 000, 277 000, les gens ils vont pas comprendre. On a toujours essayé de dire que c'est les patients en ALD7 plus un facteur pour ceux qui ne sont pas en ALD7, et on arrive aux alentours de 180 000, je crois, me semble-t-il. Donc c'est peut-être ça sur laquelle il faut communiquer. Oui, je pense que la communication, ça sera plutôt les chiffres style Santé publique France, quoi. Voilà. Même si on peut pas, je vois dans le rapport d'experts, on va citer les deux, mais il y a une ligne pour le 200 000, l'ONU-SIDA, et puis il y a plus de lignes sur le reste. Après, c'était ma question, mais ça réinterroge les données redressées de Santé publique France. En 2022, tu montres 2253 nouveaux diagnostics pris en charge dans les soins hospitaliers, jusqu'à preuve du contraire, quand la prise en charge, elle est quasi exclusivement hospitalière. Or, les données redressées de Santé publique France, à ce moment-là, c'était 5500 ou 5300. Et c'est ce que tu trouves, Fabienne, c'est ce qu'on trouve à Nice, c'est ce qu'on trouve dans les données d'ATEDS, c'est que les données redressées ne correspondent pas à la réalité des prises en charge en soins spécialisés. Donc la question, Sophie, c'était l'exhaustivité de la FHDH, elle est comment elle se situe. Et je sais qu'on a eu des problèmes parce que maintenant, avec le consentement, on n'inclut pas forcément tous les patients, etc. Donc tu peux nous dire un peu sur l'exhaustivité. Sur l'exhaustivité, oui, effectivement, il y a différentes choses. Alors, pour cette histoire de nouveaux diagnostics, il y a comment on les définit.
ce qu'il faut voir, c'est que... Pardon, vous n'entendez pas, pardon. Comment on définit les nouveaux diagnostics et on les nous, quand on reçoit les données, on peut analyser l'intérêt des données qu'on vous présente, c'est que c'est la même analyse qui est faite sur tout le territoire. Donc, ce qui n'est pas forcément toujours le cas quand on agrège chaque corps et vie, fait la somme de son truc, de ses patients, parce qu'on voit bien qu'il y a des personnes qui sont suivies dans différents centres, etc. Donc voilà. Nous, on agrège les personnes qui sont, entre guillemets, doublons. On peut essayer, on a des moyens d'essayer d'en trouver, on en trouve, et donc on les élimine. Enfin, dans les chiffres globaux, quoi, on les élimine. Je m'entends. Voilà, dans les présentations, ils n'apparaissent pas. Donc il y a ça. Après, il y a la façon de définir donc les nouveaux prises en charge qui peut varier. Il y a aussi le problème, comme tu le dis, de la signature du consentement. Pour participer à la cohorte FHDH comme la cohorte Aquitaine, Acquivie maintenant, il faut signer un consentement. On ne sait pas. Nous, on n'a pas le retour de combien de personnes ont signé le consentement ou combien ne l'ont pas signé. Voilà, ça on ne le sait pas. On essaye de faire en sorte, la seule chose que nous, on puisse faire, c'est demander au centre de maximiser l'information de façon à ce que les personnes soient rassurées que leurs données seront bien exploitées, que voilà, il n'y a pas de discrimination, au contraire. Mais on ne peut pas faire plus. Et il y a, on le sait, des refus de consentement. Mais les refus de consentement qui nous sont remontés, nous, ils sont très très peu nombreux. Mais je pense qu'il y en a plein qu'on ne voit pas et dont on ne nous parle pas. Enfin, c'est très, très vraisemblable. Ou qui ne sont même pas discutés dans les centres, quoi, parce que c'est médecin dépendant aussi. Donc ça, c'est aussi un autre problème. Et après, en termes finalement d'exhaustivité, là, sur les données, par exemple, pour calculer la cascade, justement, j'ai dû calculer ça. Et en fait, on voit que nous, on estime à 68% FHDH plus Acquivie de la représentativité par rapport à la population française vivant avec le VIH. Donc voilà. C'est ça, oui. Ce sera la dernière question. Bonjour, merci pour ces présentations. Bravo pour le travail de l'ORS. Là, c'était quand même assez. C'est un outil assez performant. Vous avez évoqué que vous avez carté toutes les femmes qui n'ont pas qui n'ont qu'une adresse administrative. Donc, est-ce que on peut savoir un peu cette masse-là, parce qu'effectivement, c'est des gens qui sont un peu dans l'errance de lieu de vie ou de lieu de soins. Et en même temps, donc, si j'ai bien compris, il y a un parallèle qui est fait entre les bassins de vie et les bassins de soins, qui montre en tout cas que beaucoup de gens viennent se soigner à Paris. Hein, et que, donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir effectivement cette part que vous avez écartée, et, parce qu'elle est peut-être effectivement difficile, de ces femmes qui sont effectivement dans des structures de vie avec une domiciliation, mais qui n'habitent pas. Et il y en a beaucoup, effectivement, en banlieue. Enfin, moi, je pense à toutes les personnes dans les CHRS, les ACT, les dispositifs comme ça. Oui, tout à fait. Alors, j'ai pas énorme. Enfin, on n'a pas fait d'études spécifiques pour ces personnes-là, parce qu'on a utilisé les données recueillies en routine. Hein, donc, du coup, ce qu'on a juste pu voir, c'est qu'elles sont effectivement très différentes du reste de la population incluse dans les cartographies, et que ce sont surtout des femmes. Et ouais, il faudrait ça doit être près de 60%, me semble-t-il. Mais il y a tout ça est dans le. En fait, quand vous allez sur le site là où il y a les cartographies, il y a un focus de l'ORS avec en deuxième partie les 15 dernières pages, c'est l'étude coïncide et il y a toutes ces données-là précisément, mais globalement il y a une majorité de femmes et je ne m'en rappelle plus exactement. Il me semble que c'est. Il y a quand même c'est pas 90% de femmes. Il y a quand même une partie importante d'hommes aussi. Et par contre, c'est des personnes nées à l'étranger dans l'immense majorité des cas. Et la proportion de logements précaires, évidemment, elle est quasiment 100%. Quoi. Elle est très, très importante, forcément, par définition. Quoi. Donc voilà, j'ai pas beaucoup plus d'informations, mais effectivement, il y a une précarité beaucoup plus importante. On peut espérer
qu'avec l'entrée dans les soins, on arrive à un peu moins, mais il faudrait voir en combien de temps. Et puis de toute façon, voilà, disons qu'on peut espérer avoir quelques progressions, mais on sait très bien que ça prend beaucoup de temps, tout ça. Peut-être que Vespa l'actualisation de Vespa là, va nous redonner des informations plus récentes que les précédentes, mais voilà, j'ai pas, avec Coïncide, j'ai pas beaucoup plus d'informations. Et la deuxième question, c'était... Ah oui, les personnes qui se déplacent, on a regardé un petit peu, elles sont aussi différentes de celles qui sont prises en charge sur place. Et alors, pour l'instant, c'est des analyses un peu grossières. On a juste comparé les gens qui restent sur place aux personnes qui vont être prises en charge à Paris. Et c'est beaucoup plus souvent des personnes plus jeunes, des personnes déclarées HSH, des personnes nées en France, voilà, et moins, avec moins de logements précaires. Donc on a l'impression que c'est quand même une population plus active, plus... Voilà. Alors, est-ce que c'est des déplacements qui sont liés à au travail, à une vie active, au fait qu'on sente que dans certains territoires, on sent la discrimination n'est pas forcément la même que si on va dans Paris intramuros et que c'est plus facile de parler de sa sexualité, où on est incognito, etc., etc. Tout ça, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a des flux importants et ce n'est pas les mêmes personnes, effectivement.